Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Louis Albrand, médecin et écrivain, auteur également des Vaudois ces inconnus. Bonjour Louis. Bonjour Laura, je suis très heureux de participer à vos élections car je pense qu'il est important de faire revivre les Hautes-Alpes jusqu'au plus petit village et à l'endroit le plus effacé, inconnu, car de plus en plus les touristes s'intéressent à la vraie vie et la vraie histoire de notre beau département. Aujourd'hui, nous allons parler, si vous voulez bien, d'Embrun. Alors, d'Embrun est une ville, Brodoum, est une ville très ancienne et qui est surtout connue par les restes historiques, c'est-à-dire le palais archi-épiscopal et la tour brune. Et bien sûr, la grande cathédrale qui remonte au XIIe siècle. Alors, l'état actuel du palais archi-épiscopal est le résultat de nombreuses transformations qui ont eu lieu au cours des temps. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on en a fait des appartements où vivent des gens avec une merveilleuse vue sur la vallée de la Durance, etc. Sur le lac, non? Et sur le lac aussi. Le plan du palais peut néanmoins se reconstituer, et c'était le typique architecture de l'époque, avec une salle principale établie au rez-de-chaussée, flanquée de 2 tours, et il y avait une des tours, était la fameuse tour brune, qui, comme vous le savez, a servi de prison à l'époque des Vaudois. À certaines périodes, elle a aussi servi de réservoir d'eau. Vous voyez que les choses évoluent en fonction des siècles. Le crénelage de la tour brune a été refait en 1927, un peu en s'inspirant des tours du palais des papes de Avignon. Rappelons-nous qu'au XVe siècle, les papes résidaient à Avignon, et ce qui a donné un pouvoir exceptionnel, un pouvoir colossal au prince archevêque d'Embrun. Alors, vous savez que le premier évêque d'Embrun s'appelait Marcelin. Il est venu, c'était un berbère, c'était quelqu'un du Maghreb. Le Maghreb avait été christianisé avant nous, bien sûr, puisque plus près de la Judée, de la Samarie, etc. Et donc, il est rentré par l'Italie et il a passé le col avec un de ses condisciples, qui deviendra lui évêque de Digne. Et Marcelin, après avoir passé le col du Mont-Genèvre, s'est arrêté à Embrun et s'est dit voilà un endroit large où il y a beaucoup de fermes, etc. C'était l'an 300, entre 3 et 400. Donc au tout premier siècle du christianisme. Et c'est lui qui a instauré le christianisme dans les Alpes. Donc il a commencé à construire des petites églises dans les villes, les villages plutôt avoisinants. Je pense à Châteauroux, je pense à Saint-Clément, je pense à un endroit qui avait été très développé déjà par les Romains. C'est Caturige, c'est Chorges bien sûr. Et ensuite, il y a eu une succession d'évêques et à partir de un peu après l'an 1000, il y a la création de ce qu'on appelle l'Empire romain germanique, et les princes archevêques d'Embrun, donc, acquièrent ce titre de prince archevêque d'Embrun, prince du Saint-Empire romain germanique. Ils avaient un pouvoir, on dirait aujourd'hui, colossal. Ils pouvaient frapper leur monnaie. Alors pour ce faire, ils avaient des mines d'argent à l'Argentière, au Fournel, mais aussi jusqu'à Dormiouz. Et ensuite, ils faisaient imprimer leur monnaie, taper leur monnaie en Italie, après le col, dans l'actuelle Cézanne. Ils avaient le pouvoir judiciaire, ils pouvaient juger en se basant sur les règles, les textes juridiques de ce qu'on appelle le droit canon, c'est-à-dire le droit du Vatican. Ils pouvaient donc frapper monnaie, faire leur justice, ils avaient leur armée. Donc c'était un vrai pouvoir à la fois temporel et spirituel. Ils étaient assez appréciés, par exemple, certains princes archevêques ont eu un rôle important dans la géopolitique. Je pense à Gelug qui venait tous les étés à Saint-Grépin, parce qu'il trouvait près de l'église, là, l'actuelle rue de l'Archevêché, il trouvait plus de fraîcheur. Et Gelug a un rôle national parce que quand il avait des bons rapports avec le roi, c'était quand il y a eu le phénomène Jeanne d'Arc,
Le roi lui a demandé, qu'est-ce que vous pensez? Alors il a dit, soyez prudent avec cette petite paysanne, on ne sait pas qui elle est, etc. Puis il avait des prémonitions, c'était un voyant un peu jelu. Et un jour, il a dit, écoutez, cette fille est vraiment inspirée par Dieu, écoutez-la. Et ensuite, quand elle a été capturée, comme vous le savez, par les Anglais, il fallait payer une rançon. Et le roi de France, qui était radin, comme souvent les grands, n'a pas voulu payer. On connaît la suite, ils l'ont brûlé à Rouen. Et là, il y a des lettres qu'on peut encore voir dans les archives, qui s'appellent Pour Jeanne, un livre qu'a écrit J'ai lu. Et il dit au roi, Sire, c'est dommage que vous ne payiez pas la rançon pour cette pauvre petite bergère de Don Rémy qui a tant fait pour que vous puissiez être à nouveau couronné à Reims, etc. Donc il admonestait, il faisait une réprimande au roi parce que celui-ci n'avait pas voulu payer la rançon pour Jeanne d'Arc. Vous voyez, à la fois un homme de cœur, mais un homme aussi de grande influence intellectuelle et politique, puisqu'il se permettait de tenser le roi. Et puis il y a eu d'autres princes archevêques, je pense par exemple à un qui a une saga incroyable d'une famille de petits paysans du Queyras. Voilà. Ces petits paysans du Queyras, proches de Guillès, le premier village, en montant dans le Queyras, après la maison du roi, à droite. Il y a un petit village là. Et donc, il était originaire de ce petit village, qu'on appelle Seillac d'ailleurs. L'hiver, il faisait le colporteur. Il allait vendre des bibelots, des petites choses, des statues en bois qu'il avait fabriquées. Il allait jusqu'à Romans, dans l'Isère. Il s'est un petit peu enrichi. Il avait quelques terres par son père qu'il a vendues à Seillac, donc, et il a acheté une petite terre qui s'appelait Tencin. Alors, son nom de famille était Guérin, donc après il s'est mis une particule, Guérin de Tencin, ça se faisait à l'époque. Et son fils, qui était un surdoué, il a fait les grandes écoles ecclésiastiques, on dirait l'ENA aujourd'hui, etc. Il est devenu prince archevêque d'Embrun, et il avait une sœur qui a été chez les nonnes, puis elle est sortie, elle a eu un enfant, et cet enfant, c'était d'Alembert, le grand encyclopédiste. Donc vous voyez, des gens partis d'ici arrivaient à avoir un salon littéraire à Paris très puissant. Donc tout ça pour bien confirmer que les princes archevêques d'Embrun ont eu un rôle très très important dans l'histoire et ils ont duré jusqu'à la Révolution. Le dernier s'est sauvé en 1789 par l'Italie, était se mettre en sécurité au Vatican. Et il faut aussi savoir qu'ils ont eu ce rôle un peu moins glorieux à l'époque des Vaudois. Alors là, c'est l'époque de la grande saga contre les Vaudois de 1488, que j'ai décrit dans mon livre chez l'Harmattan en 2021, Les Vaudois, ces inconnus. Je me suis passionné à cette histoire. Pour cette histoire, je suis allé jusqu'à Cambridge, aux archives de l'université, de la grande université d'Oxford et de Cambridge, pour retrouver les actes d'accusation de mes ancêtres, puisque ma mère vient là-haut de la vallée de la Dormiouse, de la Fressinière, et j'ai retrouvé l'acte de condamnation au bûcher de 3 de mes ancêtres. 2 ont été brûlés devant l'église de Saint-Grépin, et 3 derrière l'église d'Embrun, exactement à l'endroit où il y a aujourd'hui la statue dans ce parc de Clovis Hugues. Voilà donc... barbare, hein. Voilà donc... alors les raisons, parce que les Vaudois croyaient en Dieu, c'était un peu les précurseurs, c'était avant le protestantisme. Hein. Les Vaudois, c'est de 1200 à 1500. Et donc, ils ne croyaient pas tellement à l'église, aux images saintes, etc., à l'eau bénite, etc. J'ai vu par exemple l'acte de condamnation d'un de mes ancêtres. Croyez-vous en Dieu? Oui. Croyez-vous au Christ? Oui. Croyez-vous en l'eau bénite? Non. L'eau de la bière se fait aussi bien. Allez, au bûcher. Vous voyez, c'était l'Inquisition. L'Inquisition, il n'y avait pas d'appel, possibilité d'appel. Alors que dans notre droit, toute décision juridique peut faire l'objet d'un appel, n'est-ce pas? Oui, là... ça va de la petite contravention jusqu'à la cour d'assises. Et là, il n'y avait pas d'appel. Et ils avaient pris les méthodes d'Innocent III, qui lui-même avait écrit un livre sur la torture, un livre d'inquisition. C'est une période où l'Église n'a pas été très glorieuse. Voilà. Donc, Embrun était l'avant-garde pour la lutte contre les Vaudois, puisqu'ils étaient situés essentiellement dans la vallée de Fressinière, à Dormiouse, à l'Argentière et dans la vallée de la Valouise. Et notamment près de Mme Carle, Pellevoux, dans les grottes par là. Et donc en 1488, il y avait Jean Bayle, qui était
l'archevêque d'Embrun, lui-même originaire de Briançon. Il y avait la Palue, qui était le militaire du dauphin de Grenoble, qui avait une armée. Et il y avait ce qu'on appelle un inquisiteur, qui avait été envoyé directement par le pape, qui séjournait à Embrun, qui s'appelait Cataneo, un jeune qui ne parlait même pas français, qui avait une trentaine d'années, et qui voulait plaire au pape en nettoyage ethnique, on dirait aujourd'hui, les Vaudois, et pour après retourner au Vatican, avoir une promotion et finir cardinal. Voilà, vous savez, l'Église, c'est aussi de la politique, et ça l'était encore plus à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs, comme toute institution humaine. Donc, le mois de février 1488, ils sont partis d'Embrun, l'armée était croisée, c'est-à-dire qu'ils avaient une tenue blanche avec une croix, comme les Templiers ou les gens qui allaient se battre pour le tombeau du Christ, des croisés donc. Ils sont montés par Pallon, puis après la vallée de la Biesse, remontés la vallée Fressinière, et ils sont allés attraper. Alors certains se sont cachés dans les grottes, mais mes ancêtres qui étaient maires, on appelait ça le consul, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir se justifier, mais non, ils ont été pris et on les a enchaînés, attachés avec une corde, ils sont revenus à pied de Fressinière, en passant par le Chambon, Champcelas, descendu ce qu'on appelle le Soreillot, Chanteloube, passé sur le pont de la Durance et remonté là-haut dans ce vieux village de Saint-Grépin, où vous savez, il y a des vieilles pierres, il y a encore la maison de l'inquisiteur avec une main dessus, la main de la justice. Et le lendemain, on les a brûlés là, devant le porche de cette église, l'église même où j'ai été baptisé, et qui a donné dans ma famille beaucoup de grands prélats, Monseigneur Albrand, qui était archevêque en Chine, représentant du pape, 5 aussi religieuses. Vous voyez, donc je suis des deux dimensions, catholiques et vaudoises. Certains de mes ancêtres se sont sauvés, et eux n'ont pas voulu rejoindre ce qu'ont fait beaucoup de Vaudois, le protestantisme, parce que c'était l'époque aussi, il y avait Luther, Calvin, etc., Farel de Gap, et ils sont restés Vaudois. Je pense qu'ils ont bien fait. Moi, j'ai jamais eu tellement d'affinité avec le protestantisme, que je connais mal d'ailleurs, et j'ai pas eu l'occasion de connaître de protestants. Voilà. Mais je m'intéresse à toutes les religions et je suis vraiment très proche de la religion orthodoxe avec laquelle je fais des missions humanitaires en Ukraine et au Gabon et au Congo. Donc voilà, moi je suis déiste, je crois en Dieu, mais je me méfie des religions parce que j'ai eu cette expérience familiale. Et quand je rentre dans l'église de Saint-Grépin, que je pense que là ont été grillés mes ancêtres, ça me bouleverse. Voilà, grosso modo, l'histoire de la tour d'Embrun, parce que oui, alors, ceux qui descendaient à Embrun à pied, bien sûr, en 2 jours, avant d'être jugés, et ceux qui n'étaient pas relaps, c'est-à-dire qui ne voulaient pas abjurer leur croyance vaudoise, étaient brûlés, les autres on les gardait quelques mois, où souvent ils mouraient de faim et de froid dans la sinistre tour brune, n'est-ce pas? La grande tour brune qui aujourd'hui est encore en état assez exceptionnel. Alors voilà, Embrun, donc une cité épiscopale importante, et après il y avait bien sûr l'Argentière. L'Argentière était un château aussi depuis le haut Moyen-Âge, avec cette belle église de Gradibus, Saint-Jean de Gradibus, qu'on voit en arrivant sur la gauche par la vieille route de l'Argentière, qui a été un endroit templier, et au-dessus il y avait le château de l'Argentière, et bien sûr le château de Ramas, qui dépendait aussi du mandement de l'Argentière. Alors le château de Ramas, il se trouve, comme vous le savez, au-dessous de Champcelas. C'était un château construit... Où il y a le lac de la Rama. Il y a un lac de la Rama. C'était un château construit vers l'an 1000. Et puis il y a une immense crue de la Durance et une crue aussi de la Biesse. Et le château a été emporté. Aujourd'hui, on voit des ruines, et il y a des ruines romaines aussi, puisque c'était déjà, avant le Moyen-Âge, un endroit qu'on appelait mutatio, c'est-à-dire on changeait les chevaux, vous voyez, les gens qui allaient en Italie, par exemple, changeaient là leur monture pour pouvoir passer le col du Mont-Genèvre. Voilà donc cette partie des Hautes-Alpes, cette vallée entre Embrun et l'Argentière, et une vallée très riche d'histoire. Il y a la tour de Saint-Clément, qui est une tour carrée, qui est une tour de l'an XIe siècle, qui servait surtout d'observatoire, pour voir. Parce que rappelez-vous que vers l'an 1000, quel est le grand danger des Hautes-Alpes? C'est les Sarrasins.
les Sarrasins qui avaient leur base près de Saint-Tropez et qui faisaient des excursions et qui violaient les femmes, pillaient, prenaient le blé, descendaient le bétail, etc. Et Saint-Grépin, il y avait sur le promontoire, là, on en voit encore les ruines, un château, et qui a été détruit par Lesdiguières. Parce qu'il faut parler, puisqu'on a parlé des Vaudois, de Lesdiguières. Alors Lesdiguières, on est là au XVIe siècle. C'est le fils d'un petit notaire de Saint-Bonnet. Il a un oncle qui a déjà fait parler de lui, car il s'appelle Farel. Et ce Farel est un excité, un peu religieux, un réformateur, assez ami avec Knox, celui de Calvin. Voilà, c'était des gens très sectaires. Et Calvin, quand il a pris le pouvoir, grâce à la religion à Genève, a fait tuer des gens. C'était des sanguinaires. À l'époque, la religion était liée à la violence. On le retrouve hélas aujourd'hui, malheureusement, dans certains courants religieux actuellement modernes, qui posent d'ailleurs de gros problèmes de sécurité en France. Il y a toujours un moment où une religion dérape et devient violente en voulant imposer ses croyances. Voilà. Et donc, Lesdiguières va, comme ils avaient quelques moyens de petits notaires, étudier à Paris, au lycée. Actuellement, ça correspond au lycée Henri IV, vous voyez, comme aujourd'hui les bons élèves vont préparer les grandes écoles, là, l'école normale, polytechnique, etc. Lui, il va être interne dans un grand lycée parisien, le collège d'Harcourt, et il a comme condisciple Henri IV, le futur Henri IV. Mais à cette époque-là, on ne pensait pas qu'Henri IV deviendrait roi, puisqu'après c'est le hasard des choses qui ont fait que ce petit Gascon est devenu roi de France. Puis il revient, parce qu'il ne se plaisait pas à Paris, et son oncle, qui est déjà dans les réformés, lui dit « tu devrais t'engager en politique ». Donc il monte une petite armée, il se fait un petit château à Serres, et il devient un chef de guerre protestant, et il va même jusqu'à piller Embrun, où il vole tout le trésor. D'ailleurs, les archives que j'ai trouvées en Angleterre ont été volées par lui, puis vendues aux Italiens, puis après les Italiens l'ont vendu aux Anglais. Enfin, c'est un homme d'argent, il avait même ses mines de fer. Il s'est fait construire un immense château à Visil, près de Grenoble, dans lequel il avait 30 000 soldats, vous voyez. C'était une puissance. Et même à l'époque où Louis XIII était très jeune, Richelieu, etc., avait peur que Lesdiguières ne s'allie avec d'autres ducs, comme le duc de Normandie ou le duc de Bretagne, et prenne le pouvoir. Et c'est pour ça, pour le calmer, etc., Marie de Médicis l'a nommé chef des armées, le grand connétable. Alors, il était né catholique, il s'est, sous l'influence de son oncle, pour devenir chef de guerre dans la Réforme, il est devenu protestant, et après, pour être nommé chef des armées, on dirait aujourd'hui ministre de la Défense, quoi. Il est redevenu catholique, et il est mort catholique, et je suis allé voir son tombeau dans l'église Saint-Roch à Paris. Donc, voilà la vie de Lesdiguières. Mais c'était un chef de guerre, mais en politique très dur, très aride. Il pressurait les populations par les impôts, et d'ailleurs, vous voyez, à Gap, il y a peut-être une petite venelle qui s'appelle de Lesdiguières, mais il n'y a pas de statue de Lesdiguières. En fait, il a été peu aimé des Hauts-Alpins. Il n'a pas laissé un grand souvenir. Alors, vous voyez, par exemple, la statue de la Doucette à Gap, qui n'était jamais qu'un fonctionnaire de l'État, un préfet, passionné d'histoire locale, a sa statue. Et Lesdiguières n'a pas sa statue. Il a une porte au Louvre et un pavillon du Louvre qui juste la Seine qui porte son nom. Voilà donc Lesdiguières. Eh bien, on a fait le tour à peu près entre Embrun et l'Argentière des péripéties, et c'était aussi un passage pour l'Italie. Il y avait au-dessus de l'Argentière une porte, et on peut encore voir au musée de l'Argentière la clé de cette grosse porte. C'était le fameux Pertuis Rostand, vous voyez, c'était le mur, ce qu'on appelle aujourd'hui improprement le mur des Vaudois. Et là, il y avait un passage, il fallait payer un droit de douane. Et donc, pour aller en Italie, on passait obligatoirement par Saint-Grépin. Et à Saint-Grépin, vous voyez, en fait, cette maison, il y avait ce qu'on appelle l'auberge de la Croix-Blanche, où François Ier, notamment, avait ses espions. De temps en temps, on fouillait le courrier pour savoir s'il n'y avait pas de traître avec l'Italie. Car rappelez-vous, on était au XVIe siècle, et 1515 Marignan. Donc, le roi François Ier savait qu'il devait aller se battre en Italie. Il voulait avoir le maximum d'informations. Donc voilà pour cette partie de la Durance.
En descendant le cours de la Durance, nous avons parlé un peu du passé entre l'Argentière et Embrun. Et si vous le voulez bien, dans une prochaine émission, nous pourrons descendre plus bas vers Chaux jusqu'à Gap. Merci beaucoup.